Bonjour tout le monde, bienvenue. Nouveau chapitre, la thermochimie. Ce chapitre est divisé en deux parties. Nous traiterons assurément de la première partie en détail. La deuxième partie, donc comme vous voyez, la première partie est donc, concerne la caractérisation de la variation d'enthalpie d'un système chimique ainsi que l'échange que ce système chimique a avec l'environnement. Ce que nous traitons ceci sous le terme calorimétrie. La deuxième partie, nous la traiterons si nous avons le temps. La deuxième partie considère le deuxième principe de la thermodynamique, qui est donc l'entropie, la variation d'entropie. Cette deuxième partie est aussi consacrée à la variation de l'enthalpie libre d'un système. Si, pour des raisons de temps, nous ne traitons pas de cette deuxième partie, nous verrons quand même ces notions d'entropie et d'enthalpie libre d'un système, mais de manière plus succincte dans le prochain chapitre qui est équilibre chimique. Alors, pour cette première partie, donc l'enthalpie, nous allons revoir ce qu'est un processus endothermique et exothermique, un petit peu plus en détail, et ceci à l'aide de deux exemples. Ensuite, nous traiterons le corps de ce chapitre qui est la caractérisation de la variation d'enthalpie d'un corps pur. Lorsque nous aurons compris comment caractériser la variation d'enthalpie d'un corps pur, nous pourrons alors simplement déterminer ou définir la variation d'enthalpie d'une réaction chimique. Différentes réactions, réactions de solubilisation, réactions d'oxydoréduction, vous verrez, c'est toujours suivant la même méthode, la même approche. Nous finirons par la calorimétrie, c'est-à-dire que nous mettrons en lien l'énergie d'un système, la variation d'énergie d'un système avec la variation d'énergie d'un milieu. Alors, brièvement, au niveau de l'introduction, comme vous l'avez certainement compris, la thermochimie est une branche, est la branche qui étudie les échanges d'énergie ayant lieu lors d'une transformation chimique. Alors la thermochimie s'appuie sur les principes de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique est donc le principe de conservation de l'énergie, le principe de conservation de l'énergie lors d'une transformation. Alors, voici ce que vous devez vraiment comprendre dans cette première partie, finalement. Nous allons caractériser dans un premier temps les enthalpies des différents composants d'un système chimique, les enthalpies des composants d'un système chimique après transformation. Voici, donc il y aura une transformation du système chimique, et en fait, lors de cette transformation, le système chimique peut gagner ou perdre de l'énergie. Et d'où vient cette énergie ? Si le système chimique gagne de l'énergie, eh bien, il vient du milieu extérieur. Inversement, si votre système chimique libère de l'énergie, où est-ce qu'elle va ? Dans le milieu extérieur. Alors, le milieu extérieur, dans notre cas en calorimétrie, c'est principalement et uniquement un échange, c'est de l'eau. De l'eau qui a une certaine masse, une certaine capacité calorifique et du coup, une variation de température lors du processus. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit, cette partie calorimétrique échange en quantification de l'énergie absorbée ou libérée par le milieu. Nous la traiterons tout en fin de partie 1. Voilà, c'est une application qu'on fera enfin. Maintenant, le système chimique, lui, eh bien, nous avons une énergie finale moins une énergie initiale, et ça, c'est donc la variation d'énergie du système. Nous devons passer quelque temps à caractériser ce que nous appelons donc l'énergie d'un système avant et après. Donc, première partie. La deuxième partie, comme je vous l'ai déjà annoncé, nous parlerons de l'entropie. L'entropie est une notion de désordre. Donc, il faut savoir que toute transformation d'un système
s'effectue avec une augmentation de désordre. Donc, vous avez un système qui est ordré. Le système, nous le savons, ira dans le sens du désordre, de manière spontanée. Voilà. La troisième loi de la thermodynamique, qui est englobée dans la deuxième partie, est en fin de compte un point de départ de l'entropie. L'entropie est nulle pour un corps cristallin à température 0 Kelvin. Voici donc la troisième loi de l'entropie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entropie est caractérisée par une valeur absolue. On sait la quantité de désordre d'un système. Il faut caractériser ceci. Par contre, l'enthalpie, la difficulté est que nous ne pouvons connaître que la variation d'énergie d'un système entre un point et un autre. Voici donc pour l'introduction. Alors, l'enthalpie, nous ne parlons donc que de l'enthalpie depuis maintenant jusqu'à la fin de cette partie 1, pas d'entropie. L'enthalpie d'un corps, il faut savoir que c'est la thermodynamique qui l'a définie ainsi. C'est une énergie d'un système que nous ne connaissons pas et aussi un travail requis pour occuper un volume à une pression constante, à une pression donnée. Voilà. Ceci est la caractérisation de l'enthalpie. Maintenant, nous ne traitons que de la variation d'enthalpie, car nous n'avons accès qu'à une différence d'énergie d'un système, même d'un corps pur. Donc, le processus d'acquisition de l'énergie d'un système ou le processus de perte d'énergie d'un système est le cœur de cette approche d'enthalpie. Ici, 3 graphiques qui illustrent les variations d'enthalpie. Alors, nous avons un état initial et nous avons un état final. Voici donc une courbe qui caractérise l'énergie d'un système. Alors nous aurons finalement quoi? Nous allons pouvoir en fait avoir accès à ce point-là. Nous aurons accès à ce point-là et nous verrons qu'il y a une différence d'énergie. Alors, ceci est une réaction dite exothermique. Entendons-nous bien sur le terme exothermique, donc exo qui libère, mais libère c'est toujours relatif au système chimique. Donc ça veut dire que ce système chimique caractérisé par cette courbe-là, ici à cette énergie, au état final, ici elle a cette énergie à l'état initial, donc le système final a moins d'énergie que le système initial. Donc, l'enthalpie, la variation d'enthalpie de ce système est dite négative, parce que l'état final a moins d'énergie que l'état initial. D'accord? Donc, il faut imaginer simplement que l'enthalpie, la variation d'enthalpie, si elle est négative, traduit d'une perte d'énergie d'un système chimique. Si l'enthalpie est positive, cela veut dire que la variation d'enthalpie a vu une augmentation de l'énergie du système. C'est exactement traduit par cette courbe-là. Cette courbe indique que finalement, le système a gagné un petit peu d'énergie par rapport au point initial. Et cette courbe-là, nous n'avons pas accès naturellement à cette variation-là. Nous avons simplement accès au final moins à l'initial. Donc là, nous avons un processus qui a vu un gain d'énergie du système chimique. Donc, l'environnement a perdu de l'énergie, a donné de l'énergie, et cette énergie a été accumulée dans ce système chimique. Ici, c'est un cas assez rare, finalement. C'est ce qu'on appelle une réaction athermique. Alors, le processus s'est passé, mais finalement, l'énergie du système final est identique à l'énergie du système initial. Au niveau calorimétrie, ça veut dire que si cette réaction chimique ici se passe dans l'eau, alors nous constatons que finalement le système chimique a perdu de l'énergie, donc nous pouvons partir du principe que l'eau a gagné en énergie. Ici, l'eau aurait
perdu en énergie, vu que votre système chimique a gagné un tout petit peu d'énergie finalement. Et puis l'eau, ici, n'aura pas changé de température au final. Alors voici donc deux cas plus quantitatifs, un aspect un peu plus quantitatif. Alors nous considérons ici la combustion du méthane, alors, donc combustion totale du méthane. Nous voyons quoi? Alors il faut faire attention naturellement dans ce chapitre aux états de la matière. Parce qu'une énergie, un système, prenons par exemple le corps pur eau, l'eau à l'état liquide et l'eau à l'état gazeux n'ont pas la même énergie, ça on pourrait tout à fait l'imaginer, et c'est naturellement retranscrit au niveau des kilojoules échangés lors d'une transformation chimique. Donc, ici je vous prends le cas du méthane qui réagit avec deux molécules de dioxygène. Des transformations chimiques, c'est-à-dire les liaisons covalentes ici cassent, nous reformons de nouvelles liaisons covalentes et ceci aboutit à trois nouveaux produits, un CO2 et deux H2O. Alors, il faut savoir que les enthalpies se caractérisent à une température donnée et les tables nous donnent très souvent les enthalpies à 298 degrés. C'est-à-dire que nous allons partir du principe que cette réaction-là se passe à 298 degrés et que ces différents réactifs, ces trois réactifs et ces trois produits sont à 298 degrés pour la caractérisation de l'énergie. Alors dans ce cas-là, un calorimètre, donc nous avons mis cette réaction de combustion dans un calorimètre, enfin nous avons mis le méthane et l'oxygène dans un calorimètre, et nous constatons que si nous brûlons une mole de CH4 avec 2 moles de O2, donc combustion totale du CH4, le calorimètre constate qu'il gagne en température et qu'il gagne en chaleur, il gagne 890 kJ à 298 Kelvin sous un bar. Donc ça signifie que si une mole de ceci réagit avec 2 moles de ceci, alors ce système-là perd 890 kJ pour se transformer en ce système-là. D'accord? Donc c'est au niveau de l'équation, ici, on va simplement mettre delta H est égal à moins 890 kJ parce que ce système, passant de cet état à cet état, aura perdu 890 kJ. On va traduire aussi ces approches d'échange de chaleur par des graphiques. Alors ici, nous caractérisons l'énergie des réactifs, CH4 plus 2O2, et ce système, lorsqu'il se transforme en 1 CO2 et 2 H2O, alors il perd 890 kJ. Je porte ici votre attention sur le fait que l'eau ici est un liquide et l'eau ici est un gazeux. Alors c'est surprenant, pourquoi? Parce qu'à 298 Kelvin, naturellement, a priori, l'eau est à l'état liquide. Toutefois, nous avons des valeurs qui caractérisent l'eau à l'état gazeux à 298 Kelvin. Et qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, le fait que le méthane et le dioxygène qui réagissent forment du CO2 et de l'H2O gazeux libèrent naturellement moins d'énergie. Moins combien? Eh bien, si vous trouvez, nous verrons ceci, mais nous trouvons facilement l'enthalpie de formation de l'eau gazeuse, et nous constatons qu'elle vaut 44 kJ par mole. Donc ça veut dire que par mole une mole d'eau liquide qui passe à l'état gazeux consommera 44 kJ. Donc si vous passez de 2 moles liquides à 2 moles de gaz, eh bien, ceci va consommer 88 kJ. Autrement dit, si vous partez de votre CH4 plus 2O2 et vous tombez dans ce système, vous obtenez ce système CO2 plus 2H2O, alors 88
kilojoules seront encore là-dedans sous forme d'eau gazeuse qui pourront être libérées. Et cette énergie pourra être libérée si l'eau se transforme en état liquide. Maintenant, concernant l'exemple du processus endothermique, nous avons pris ici la combustion du diazote. La combustion du diazote en NO2, en dioxyde d'azote. Et nous constatons qu'il y a un plus ici, plus 34 kJ, c'est-à-dire que ce système a 34 kJ de moins d'énergie totale que celui-là. D'accord? Donc, si vous brûlez une demi-mole de N2 avec de l'oxygène, avec une mole d'oxygène, alors l'environnement va perdre 34 kJ et votre système chimique va gagner 34 kJ, c'est-à-dire qu'une molécule de NO2 a 34 kJ de plus qu'une demi-mole de N2 plus une mole d'O2.